Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Airbus affiche un profil de croissance robuste, mais son succès à court terme est suspendu à la résolution de tensions sur sa chaîne logistique. L'entreprise bénéficie d'une position de leader sur le marché des avions commerciaux, solidifiée par un carnet de commandes record de 8 658 appareils à la fin de l'année 2024. Je sais, nous sommes au mois de septembre 2025, donc d'une valeur à peu près de 629 milliards d'euros. Actuellement, on est à, je pense, à 8 754, quelque chose comme ça. Donc, on a presque 100 avions supplémentaires par rapport à l'année précédente. OK? Donc, au mois de juin 2025, d'accord? Donc, cette visibilité exceptionnelle sur les revenus futurs sécurise l'activité pour plusieurs années et justifie la stratégie actuelle entièrement tournée vers l'accélération de la production avec un objectif de 75 livraisons mensuelles pour la famille A320 d'ici 2027. Cette montée en cadence est alimentée par une demande structurelle forte pour les appareils plus efficients, les compagnies aériennes cherchant à renouveler leur flotte avec des avions comme l'A320 qui permet une réduction de consommation de carburant d'environ 25%. Et posez-vous une question, qui achète majoritairement ces avions? Vous pensez tous compagnies aériennes, n'est-ce pas? Regardez au niveau des loueurs d'avions. Regardez AerCap. J'en ai parlé il y a plusieurs... Je parle d'AerCap d'ici depuis plusieurs mois. Cette compagnie, AerCap. Voilà. C'est une compagnie financière. Faites attention, vous allez aller rechercher des free cash flow, etc. Elle achète et elle revend des avions dont son free cash flow va généralement ressembler à ceci. Ça ne sera pas très beau à voir parce qu'il faut le reconstruire. Il faut prendre en fait les cash flows opérationnels moins les cash flows d'investissement et vous allez retrouver le véritable free cash flow. Mais cette compagnie, voilà, je vais dire ici, est peut-être encore aujourd'hui sous-évaluée. Et je pense que la dernière fois qu'on a parlé d'AerCap ici, AerCap, est-ce que j'ai déjà parlé d'AerCap? Oh, j'en ai jamais parlé. C'est sûr et certain que je l'ai déjà fait pendant un live. Je suis sûr et certain. Ou bien pendant une note d'analyse sectorielle dans le secteur de l'aérospatiale et la défense. Bref, si ça vous intéresse, allez-y regarder. Je sais. Donc, comme je l'ai dit ici, c'est une compagnie financière, donc étudier la dette, l'échelonnement, etc. Revenons sur Airbus, parce que ce qui va m'intéresser généralement ce genre d'entreprise, c'est pas vraiment Airbus, c'est surtout les entités indispensables dans la chaîne logistique. Et vous allez voir ici qu'il y en a un, enfin, je pense notamment aux compagnies comme Thales, les motoristes en termes, les fournisseurs ici de moteurs d'avion. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les vendeurs de pièces détachées comme AECO. Je dis souvent ici que je pensais que AECO était une compagnie extrêmement surévalué, mais en fait, si l'exécution continue dans ce sens, AECO est sous-évalué. Oui, je sais, c'est 70 fois les bénéfices. Comme d'habitude, ici, la surévaluation, la sous-évaluation, on peut en débattre pendant plusieurs mois, mais ça ne veut pas dire que je l'achète précisément. Si l'exécution continue dans ce sens-là, cette compagnie peut avoir une croissance à double chiffre pendant au moins les 10 à 20 prochaines années. Ça, c'est possible. Bref, on était là pour parler d'Airbus, n'est-ce pas? Excusez-moi, je parle toujours de tout et n'importe, mais ça fait, c'est juste parce que parler d'Airbus aujourd'hui, c'est pas parce que enfin, si je parle de toutes ces entreprises-là, c'est juste parce que j'ai fait une autre analyse sectorielle ici, que je n'ai pas encore publiée. Et puis d'ailleurs, ça tombe bien ici, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas partager avec vous ce que je pense d'Airbus en date d'aujourd'hui, parce que pour faire une analyse sectorielle dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense, vu qu'on parle d'aérospatiale et défense, ça prend également les avions commerciaux, donc je dois parler de Boeing et de Airbus, ainsi que des différents concurrents, bon, peut-être un tout petit peu de Comac et ce genre de choses-là, mais ce sont des entités indispensables. Donc, pour avoir le pouls du secteur d'activité, vous devez à peu près lire sur ces entités-là. Donc, je partagerai la note d'analyse sectorielle. Enfin, il y en a une qui est présentement disponible. Par rapport à la nouvelle, il n'y a pas une grosse différence parce que les problématiques sont toujours les mêmes en date d'aujourd'hui, mais ça fait toujours du bien ici d'actualiser ces différentes informations-là. Bref, les notes d'analyse sectorielle sont uniquement disponibles ici dans le Top Premium Infinity. De toute façon, Top Premium Infinity, la réouverture, c'est au mois de novembre de cette année. D'accord? Donc, pour ceux que ça intéresse. Donc, pour le reste ici, vous avez les vidéos sur YouTube et vous avez également le club Top Invest. Bref, je reviens sur notre note d'analyse. Donc, je disais ici que la montée en cadence est alimentée par une demande structurelle forte pour les appareils plus efficients. Les compagnies aériennes cherchant à renouveler leur flotte avec des avions comme l'A320 qui permet une réduction de consommation de carburant d'environ 25%. Et vous savez que si vous avez déjà investi sur une compagnie aérienne ou bien si vous avez déjà lu sur le secteur d'activité, vous savez que la première dépense, c'est tout ce qui est lié au carburant. Donc 25% en moins, c'est magnifique.
Mais ça ne veut pas dire que les billets d'avion vont coûter plus cher ou bien ils vont gagner plus d'argent. C'est un business généralement, c'est à capital intensif. Les meilleures compagnies aériennes sont généralement les low cost parce que le rôle d'une compagnie aérienne, c'est d'avoir les coûts de production ou bien les coûts d'exploitation les plus bas. Et les low cost jouent très bien ce rôle. Il me semble également qu'on a parlé de Ryanair à une époque. Et je pense que l'entreprise, c'est l'une des meilleures dans ce domaine-là. Bref. Cette dynamique positive est toutefois freinée par une faiblesse opérationnelle majeure, à savoir une dépendance critique à sa chaîne d'approvisionnement et plus particulièrement aux motoristes. Vous avez vu, ça a forcé Boeing, par exemple, à racheter Spirit Aerospace, un truc comme ça, qui est, je pense, qui était un de ses sous-traitants ici, ce qui met à mal également un tout petit peu Airbus. Mais il me semble que pour valider la transaction, Boeing sera obligé de vendre certains segments ici de Spirit. Donc, voilà. Je vous laisse juste aller voir ça ici. Donc, les retards de livraison de moteurs ont créé un goulot d'étranglement immobilisant un stock de 60 avions planeurs, c'est-à-dire 100 réacteurs. Donc, les avions sont prêts. Tout est prêt à l'intérieur, etc. Le cockpit, etc., les chaises, les fauteuils. Il n'y a pas de chaises, ce sont des fauteuils. Donc, tout est prêt. Sauf qu'il n'y a pas de moteur. Et quand il n'y a pas de moteur, on appelle ça des planeurs. Donc, et posez-vous la question, qui vend les moteurs, l'avion? Je pense que je vends ici à la joint venture entre, je pense, c'est Safran et General Electric. Je pense que ça s'appelle CFM. Bref, soyez curieux, les amis. Allez-y, regardez. Parce que parce que quand on équipe une série d'avions, par exemple l'A320, si ce sont des moteurs General Electric ou bien CFM, bon, je vais les appeler comme ça. En fait, pendant toute la durée de vie de l'appareil, ce ne sont que ces moteurs-là qu'on va utiliser. Donc, on a une visibilité également sur les revenus. Oui, c'est pour ça que je dis toujours que le cas de General Electric, de manière générale, avant qu'elle ne soit découpée en plusieurs morceaux ici, c'est un cas d'école exceptionnel. Je cherche toujours un livre qui m'explique à peu près comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver dans cette situation-là, même si j'ai une idée générale ici. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle remonte? Parce qu'entre-temps, elle a connu 2 PDG, etc. avant que le dernier ici, qui est encore en poste, je pense, aujourd'hui, sur une des entités ici, avant que le dernier ne reprenne ici la main de cette compagnie. Et ce PDG-là avait déjà une assez bonne performance sur une autre entreprise. En tout cas, comme je dis toujours, si vous trouvez un livre, je pense que c'est peut-être la 5e ou la 7e, enfin, la 10e fois que je mentionne à peu près General Electric ici par rapport à l'importance d'aller lire ici sur le turnaround de cette compagnie-là. C'est vraiment un cas d'école. Bref, si je trouve un livre, je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas du tout. Donc, cette situation a des conséquences directes sur les finances. En gelant du capital dans les stocks, ce qui génère un flux de trésorerie négatif de 1,6 milliard d'euros au premier semestre 2025 et en retardant la comptabilisation des revenus. Donc, le fait qu'on ait des planeurs présentement au lieu d'avoir des avions fonctionnels, ça fait à ce qu'on ait du capital immobilisé dans les stocks ainsi qu'une trésorerie, ce qui a pour effet négatif de faire ce que l'entreprise ait une trésorerie négative de 1,6 milliard d'euros au premier semestre 2025. Donc, pour compenser une grande partie des livraisons annuelles, excusez-moi, j'ai mal commencé. Donc, les aléas du direct parce que je ne reprends pas mes vidéos. Donc, pour compenser, c'est comme ça que je devrais m'exprimer, une grande partie des livraisons annuelles est concentrée sur la seconde moitié de l'année 2025, ce qui accroît le risque d'exécution. Donc, second semestre 2025, c'est à ce niveau-là que tout va se passer. Toute nouvelle perturbation durant cette période critique pourrait rendre l'objectif de 820 livraisons pour l'année tout simplement impossible à atteindre. Sur le plan, et on parle de livraison, on ne parle pas de planeur. Sur le plan de la rentabilité, les perspectives sont encourageantes. L'entreprise anticipe une amélioration de sa marge d'EBIT ajustée de 180 points de base pour la porter à 9,5% en 2025. Ça fait 1,8% en supplément, visant un bénéfice d'exploitation ajusté de 7 milliards d'euros. Cette performance est notamment tirée par le redressement spectaculaire de la division Défense et Espace, qui est passé d'un résultat négatif à un résultat positif au premier semestre, ainsi que par les effets de volume attendus sur le programme A320. Ça reste des prévisions. Ça va dépendre de la cadence de livraison. Donc, il faut cependant rester vigilant face au risque de charges imprévues sur certains programmes de défense
ou certains programmes spatiaux qui pourraient impacter subitement la rentabilité. Pour évaluer la capacité d'Airbus à surmonter ces difficultés annuelles, 2 indicateurs clés sont à surveiller de très près. Le premier est le nombre de livraisons mensuelles. Une accélération significative au 3e trimestre 2025 est indispensable pour montrer que les problèmes d'approvisionnement se résolvent. Le second, est le flux de trésorerie disponible trimestriel. Un retour en territoire fortement positif lors de la 2e moitié de l'année est impératif pour atteindre la prévision annuelle de 4,5 milliards d'euros et prouver que les problèmes de stock de planeurs sont en voie de résolution. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. D'accord? Donc, je vous encourage vraiment à aller lire, à écouter les conférences call sur Airbus. J'ai fait ce travail-là, c'est ça qui m'a permis de réaliser cette note. Mais ça ne veut pas dire que j'ai toute l'information. Peut-être que vous allez trouver quelque chose que moi j'ai juste jugé pas important. OK? Et je rappelle que je n'ai pas d'action Airbus et je n'ai pas l'intention d'en avoir. En tout cas, pas au prix actuel. Enfin, ça va même dépendre de beaucoup de choses de manière générale. Comme je l'ai dit ici, je peux faire certains éléments plus stables dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, en conclusion, Airbus se trouve dans une situation contrastée. Son avenir à long terme est sécurisé par un carnet de commandes sans précédent et une demande solide. Si on prend le volume de livraison actuel, il va falloir à peu près 11 à 12 années. Avec le stock de 2024, les volumes de commandes de 2024, 11 à 12 années de production. C'est une très belle visibilité. Et entre-temps, il y a des commandes qui vont continuer à pleuvoir. Donc, cependant, sa performance à court terme est entièrement conditionnée par sa capacité à fluidifier sa chaîne d'approvisionnement. La réussite de sa montée en cadence de production, mesurée par les livraisons mensuelles et la génération de trésorerie, sera déterminante pour atteindre ses objectifs financiers de 2025 et valider sa stratégie de croissance. Maintenant, c'est combien ça vaut, combien on est prêt à payer pour ce type d'entreprise? Je rappelle toujours ici, c'est que dépendamment de vos points de vue, vous pouvez avoir une vision différente ici en termes de valorisation de cette compagnie. Mais il y a une chose qui est certaine, là, on a une visibilité au niveau des revenus. Et ça se paye, ça a un certain prix en bourse. Généralement, ce type d'entreprise va se négocier aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices. On est prévisible, c'est possible. Donc, le problème de cette compagnie, c'est surtout maintenir une certaine bonne rentabilité sur le long terme. Parce que vous voyez ici, les marges sont de 15%. En marge de net income ici, voilà, on arrive à avoir à peu près quelque chose d'assez intéressant, 6,2% par là. Mais rappelez-vous, il faut actuellement que les cadences de production suivent. Sinon, au lieu de produire 75 avions, si on en produit 60, on doit quand même payer des gens par rapport à une production de 75 avions. Donc, dites-vous ici que il faut qu'on atteigne un volume de production ici qui nous permet ici de générer des bénéfices supplémentaires. D'accord? Donc, ici, on peut voir que le bénéfice, le net income ici est devenu de plus en plus stable. Donc, on aime ça. Marge EBITDA, on a quelque chose également ici d'assez stable sur les dernières années. C'est également intéressant. Quand on prend des free cash flow, sur les derniers mois ici, vous allez voir que les free cash flow, c'est pas trop ça. OK? Mais ça reste ici une entreprise assez prévisible de manière générale. Donc, les net income, les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens. C'est un business à capital intensif. Donc, ouais, c'est ça. On aura tendance à voir quelque chose dans ce sens-là. Donc, dette nette sur EBITDA, Airbus n'a presque pas de dette. Elle a la capacité de souffrir. On aime ça. OK? Donc, combien de fois les bénéfices je vais payer pour cette compagnie? Je sais pertinemment, comme je l'ai dit, que c'est une entreprise. Si l'exécution se passe bien, vous allez l'avoir à 25 fois les bénéfices. Je dis bien si l'exécution se passe bien. Bon, je vais rester à 20 fois les bénéfices et vous comprenez maintenant pourquoi. OK, vous pouvez payer 25 fois les bénéfices, vous n'aurez pas tort non plus si vous êtes à l'aise avec ça. Ça vous regarde. Donc, si je me situe aux alentours de 20 fois les bénéfices, on va être simple. 20 fois les bénéfices, c'est un business assez... Enfin, sur les dernières années, si on regarde ici, forecasting, analyse scorecard, sur les dernières années, les analystes, enfin, à part 2020 et 2021, on peut comprendre pourquoi. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. 2024 également, on peut également comprendre pourquoi, parce qu'il y a des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, avec cette visibilité, ce serait difficile ici de penser que cette compagnie ne peut pas avoir des bénéfices nets récurrents. Donc, si on se situe à peu près, si les attentes de 2027 se réalisent, encore une fois, on vérifie, est-ce qu'ils sont optimistes de manière générale? Ça a baissé légèrement par rapport à la période précédente, mais ça reste à peu près quelque chose d'assez correct ici. Donc, ça donne à peu près $190 à l'action.
190 euros l'action. Il n'y a pas de dette nette. Donc, on est bon. Maintenant, si le marché décide de payer 25 fois les bénéfices, on peut monter aux alentours de 250 dollars. Un peu moins de 250 euros par là. Donc, si moi, je t'ai forcé aujourd'hui à investir sur Airbus, je réfléchirai en termes de pondération dans mon portefeuille. Je n'irai pas à plus de 1% à 2% par là. Mais ça me regarde. Mais je sais également qu'on n'est pas à l'abri d'un faux pas au niveau de l'exécution. Et ce n'est pas de la faute à l'entreprise, c'est surtout par rapport à ses fournisseurs. Et elle ne peut pas changer de fournisseur aussi facilement parce qu'elle a besoin de ses fournisseurs-là. Je pense qu'on a déjà fait ici une analyse concurrentielle de ce secteur. C'est sur YouTube. Regardez bien. Le secteur de l'aérospatiale à la défense, je sais que j'ai déjà fait une analyse concurrentielle dessus. On regarde à peu près le pouvoir de négociation des entreprises face aux fournisseurs, face aux clients, la rivalité entre les concurrents ici. Bref, on a utilisé les 5 forces de porteur pour le faire. Et c'est intéressant ici pour pouvoir à peu près avoir une vue d'ensemble du secteur d'activité en termes de concurrentiel. Alors, les barrières à l'entrée sont élevées, ça on le sait, d'accord? Donc, pour moi, aujourd'hui, je mettrai dans la watchlist aux alentours de 191 euros l'action. Et en ce prix-là, je dis, ce n'est peut-être pas surévalué au prix actuel. OK? Donc, si vous avez des actions de cette compagnie, disons aux alentours de 128, surtout ceux qui ont des actions aux alentours de, voilà, en dessous des 100 euros par là, laissez-moi savoir en commentaire. 100 euros, ceux qui l'ont alors à 70, dormez sur vos deux oreilles, c'est pas possible. Ce prix-là, est-ce que quelqu'un l'a à ce prix, en dessous des 100 dollars, en dessous des 100 euros? Bref, si vous redistribuez la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous aurez 3,12%. Parce que si on se situe à peu près par rapport aux attentes de 2025 ici, on sera à peu près aux alentours de 5% par là. Ce qui n'est pas mal non plus. Donc, le dividende ici va avoir tendance à croître. Est-ce que c'est une entreprise qui a l'habitude de racheter ses actions ici? Je rappelle que l'analyse quantitative, c'est la partie la moins complexe à faire. OK? Et vous devez coupler l'analyse qualitative et l'analyse quantitative ici. Ce qu'on a fait précédemment avec la note d'analyse, c'est une analyse qualitative. Maintenant, on sait pourquoi on a ces problèmes-là. On sait à quoi s'attendre. On sait également qu'est-ce qu'on doit suivre. Et par rapport à ça, on doit appliquer notre propre jugement. Et pour affiner ce jugement-là, il faut lire, les amis. Vous allez peut-être faire des erreurs ici, mais la lecture libère. Lisez vos rapports financiers, c'est important. N'ayez pas peur du volume en termes de lecture. Faites-le 12 pas à part. Commencez par des compagnies que vous aimez bien. Ne vous inquiétez pas. Si vous devez préférer entre la douleur de perdre de l'argent et la douleur de faire un travail d'analyse en amont avant d'y investir, vous choisissez laquelle? Moi, j'ai choisi la douleur de faire du travail d'analyse en amont. Dans tous les cas de figure, ce n'est jamais une perte totale ici. Parce que si je fais une analyse et que je me trompe dans mon analyse, dans tous les cas de figure, je saurai à peu près pourquoi est-ce que je me suis trompé. Mais si j'achète juste parce que j'ai vu un kidam sur YouTube dire que c'était intéressant, il me suis à présenter une note d'analyse, etc. Voilà, je lui fais confiance, j'achète. Ne le faites pas. OK? Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, le mois de novembre, on a la réouverture ici du top premium. Pour ceux qui veulent rester ici informés, vous pouvez vous abonner au club en attendant. Pour le reste ici, laissez-moi savoir en commentaire ceux qui ont cette compagnie en dessous de 100 euros par là, 150, 100 euros, c'est la même chose, d'accord? Laissez-moi savoir, on ouvre le débat ici. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et cette compagnie mérite d'avoir une place dans ma watchlist. J'ai oublié de la mettre. J'ai pas oublié de la mettre. Donc, ce que je vais faire ici devant vous, la watchlist ici, elle est disponible pour ceux qui sont abonnés ici dans le Top Premium Infinity. Donc, je vais aller dans le secteur aérospatial et de la défense. Collapse All. On va ici, je pense que c'est industriel, hein. Ouais, ça doit être industriel ici parce que c'est... Ouais, c'est ça. Donc, on a ici Airbus. Je fais la recherche. Airbus. Voilà. Donc, on était à 191 euros l'action. On met la date d'aujourd'hui. Voilà. Il me semble qu'on a parlé de plusieurs entités dans ce secteur d'activité. Je me souviens. Voilà, donc je voulais vous laisser ça. Il y avait une entreprise que j'aimais bien, c'est BAE System. On a parlé de Safran également, mais ça date d'il y a longtemps. De toute façon, il faudrait peut-être faire une mise à jour ici. Mais bon, je préfère faire les mises à jour après avoir lu les rapports financiers. Vous savez que c'est humainement impossible de le faire en très peu de temps sur cette entreprise-ci. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra ici, mais dans tous les cas de figure, au moins... Quand on fait une analyse quantitative, on utilise toujours comme backup ici une analyse qualitative, ce qui nous permet d'avoir une vue différente par rapport aux chiffres. Okay? Donc, les chiffres, vous pouvez le faire raconter ce que vous voulez. Donc, faites attention quand vous vous limitez uniquement aux chiffres, vous confondez cette lecture-là à une analyse fondamentale. Le fondamental, ce n'est pas les chiffres. La partie
la partie justifiant les chiffres est plus importante que les chiffres en eux-mêmes. OK? Je ne dis pas que les chiffres, ça permet ici de... C'est comme une première entrée pour savoir quelle entreprise pourrait m'intéresser au prix. Quelle entreprise pourrait m'intéresser dans ma watchlist. Et derrière ça, si vous lisez les rapports financiers, vous pouvez déterminer si elle est réellement sous-évaluée ou pas du tout. En tout cas, pour moi, je ne pourrais pas dire ici que Airbus est surévalué. Non. Vu les attentes, vu le carnet de commandes, vu l'amélioration sur les derniers mois, je pense qu'on est sur une bonne dynamique ici. Et donc, ça pourrait bien se passer. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que le prix ne va pas baisser sur les mois à venir. Tant mieux si ça baisse d'ailleurs. Ça pourrait être un bon moyen ici de continuer à accumuler parce qu'on a une certaine bonne visibilité sur cette compagnie-ci. Bref, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Excusez-moi, je ne sais même pas combien de temps j'ai bavardé ici. Mais voilà, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Et pour le reste ici, tout est en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci, au revoir.